D'abord, moi, j'ai fait des études universitaires à l'Université du Québec à Chicoutimi en littérature française parce que je me suis toujours intéressé au français comme, euh, comme moyen de communication. Puis, dès 1975, qui est l'année de la création de la Société d'histoire d'archéologie, j'étais déjà sur des projets étudiants pour travailler avec la conceptualisation du musée dans ses toutes premières bases. Ça veut dire qu'en 1975, en 1976, le 5 juin, le musée a ouvert ses portes pour la première fois. Dans tous les mois précédents, j'ai travaillé avec Mme Casavant, entre autres, pour préparer les expositions qui allaient être mises en branle. Première exposition, ça s'appelait, je pense, La chasse, ses éléments, son utilité. Puis c'était sous le thème du nomadisme à la semi-sédentarisation. Des gros mots, des gros thèmes, là, mais c'était surtout pour trouver un certain encadrement à une éventuelle institution muséale qui allait permettre de conserver tout le patrimoine des Premières Nations des Pequot Communities. Là, donc, on est en 76, puis évidemment, je suis retourné aux études par la suite parce que j'ai terminé mes études en 1981 pour revenir après ça à temps plein au musée parce que j'ai resté au musée à temps plein de 1981 à 1988, l'année où j'ai terminé mes fonctions à l'intérieur du musée. Donc, ça m'a permis de connaître tous les rouages qui ont permis, par exemple, si je remonte un peu avant ça, c'était l'ancien presbytère des Eaux-Blocs qui était transformé, qui avait été rénové par le conseil à l'époque, puis dont les salles du premier plancher servaient de musée à l'époque. Est-ce que c'était vraiment la création du musée amérindien à ce Absolument. moment-là? Okay. Oui, on parle de la société qui était à la base du musée, c'était en 1976. Okay. Donc, ça va faire 50 ans cette année. Mm. Puis, l'année suivante, le 5 juin 1967, l'ouverture officielle du musée. Mm. En 1978, l'année suivante, on avait eu 20 000 visiteurs. Ce qui était énorme là, à l'époque. Oui. Ça fait que je suis retourné aux études, évidemment, parce que c'était dans mon cheminement personnel pour terminer en 81, puis m'installer ensuite au musée pour travailler à titre d'assistant à la direction. Okay. Donc, j'étais un peu le bras droit de Mme Casavant pour tout le travail qu'il y avait à faire. Puis justement, qui sont ceux qui sont à l'origine de la société? Il y avait un premier conseil d'administration qui avait été formé à l'époque. C'était beaucoup Aurélien Gill qui donnait un coup de main au niveau du ministère des Affaires indiennes parce que lui venait d'entrer dans cette institution-là, puis il était disponible pour permettre à la commission, à la société d'être créée puis d'avoir du support financier surtout. Puis dans les premiers administrateurs, on se souviendra, pour ceux qui s'en souviennent, c'était entre autres M. Raymond Robertson qui avait été président à l'époque, Mme Gaétane Paul qui était vice-présidente, il y avait M. Réal Paul, Marthe Dufour, Marcel Gill, ma mère, Marc Gill, mon frère, puis Mme Thérèse Raphaël Richard, qui était représentante à l'époque du Conseil des Montagnais. C'est un des premiers conseils d'administration, pas nécessairement le premier, mais évidemment, puis tout ça avec Mme Casavant qui est là depuis le début. Puis si on parle du début du musée, là, il y avait eu un projet, je pense que ça s'appelait Culture et Musée ou quelque chose de genre, où des artisans étaient réunis dans une salle en haut au presbytère, l'ancien presbytère, puis ils confectionnaient de l'artisanat. On parle entre autres de Mme Bernadette Raphaël, qui était une de ces personnes-là, puis qui est encore avec nous aujourd'hui. Puis d'autres artistes et artisans comme ça, qui ont réussi à monter une superbe collection d'art et d'artisanat, des mitaines, des mocassins, des manteaux, des œuvres extraordinaires qui sont encore en possession du musée aujourd'hui. Puis, d'un autre côté, des meubles
comme une immense table du conseil, des chaises stressées qu'on peut voir encore aujourd'hui à l'église, mettons. Un mobilier extraordinaire qui a été fait par des gens d'ici, de la communauté. Ça aussi, ça avait été richement, vivement applaudi parce que ça constituait une base pour tout le matériel qui allait être exploité. On en profite encore aujourd'hui quand on va à l'église, quand on va au musée. Oui, cool. Effectivement, ce sont des meubles qui ont marqué l'histoire. Évidemment, toutes ces personnes-là que j'ai nommées sont presque toutes parties. Et c'est pour ça que ça devient urgent de documenter toute l'information qu'il y a sur les 50 ans d'histoire du musée. Ça ne me rajeunit pas, évidemment, d'avoir été là à presque à 18 ans. Donc, ça vous donne un peu mon âge. Puis, ça demeure un processus qui a été long puis qui a permis à beaucoup de personnes de travailler là. Il y a beaucoup de gens qui sont passés par le musée pour approfondir leur connaissance de la culture des Pequawagaminutch. Puis c'est ça qui est intéressant de remarquer aujourd'hui, que ces gens-là ont cet héritage-là à partager. Ça a redonné une fierté aussi à la population. Hein? Oui, effectivement. En fait, les gens ont commencé à s'intéresser davantage à leur identité, à dire « Oh, OK, je suis Pequawagaminutch, j'ai des valeurs. » C'est pas qu'ils ne connaissaient pas leurs valeurs, mais c'était comme une reconnaissance de leurs valeurs, une reconnaissance qui était là à la naissance. Tu es un Pequawagaminutch, tu viens au monde Pequawagaminutch, puis tu peux être fier de ça, tu sais. Puis le musée a beaucoup contribué avec la Société d'histoire d'archéologie à faire en sorte que les gens puissent être fiers de leurs origines. Mais justement, quel rôle a pu jouer la Chambre dans la sauvegarde du patrimoine de la Première Nation de Pequawagaminutch? C'est important parce que CHAM, ça veut dire Société d'histoire et d'archéologie de Mashtouyats. Je me souviens que dans les premières expositions, on a ramassé, grâce à la contribution de la Société historique du Saguenay, on avait eu le contact d'un notaire qui s'appelait le notaire Fortin, qui était un archéologue amateur, qui, lui, partait de chez lui, c'est à Médabetchouan-Lac-à-la-Croix qui restait, mais il faisait des fouilles amateurs sur le site à Chomouchouan, à Desbiens. Okay. Pas Chomouchouan, excuse-moi, Médabetchouan, à Desbiens. Il ramassait des pièces, des pointes de flèches, toutes sortes d'artefacts qui ramenait chez lui. C'est sûr que c'est pas la bonne façon de faire de l'archéologie, là. Il n'y avait pas nécessairement de connaissances là-dedans, mais il y avait un intérêt marqué pour ça, parce que depuis qu'il était jeune, il ramassait des objets de cette façon-là. Cette collection-là a été, je ne sais pas pour quelle raison, offerte à la Société historique du Saguenay. Puis quand on a dit qu'on ouvrait un musée ici, qu'il y avait une Société d'histoire d'archéologie, la Société historique du Saguenay nous a donné ce lien-là pour permettre à cette collection-là de s'en venir ici. Puis elle est encore ici, si je ne m'abuse. Puis on sait qu'au fil des années, il s'est trouvé des objets, un peu à travers le territoire, à travers les Tassinènes. On se souvient tous d'il y a quelques années, la hache de 6000 ans, qui est venue marquer l'imaginaire des Premières Nations, parce qu'on sait que 6000 ans, c'est incroyable comme preuve d'existence. Hein. C'est ici même. Dans la communauté. Dans la communauté. Hein. Tout comme le jeune homme de 700 ans là, qui a été retrouvé ici aussi également. Puis un fait intéressant, ce que je trouve, moi, c'est que c'était retrouvé dans une ancienne bâtisse de la baie du Thon. Oui, effectivement. En dessous. Incroyable. Oui, c'est vraiment incroyable comme apport. Donc, ça ramène à dire que l'archéologie, ça a été quelque chose d'extrêmement important dans l'histoire, tout comme tout ce qui a suivi, c'est-à-dire la documentation, les livres, bon, tout ce qui a été écrit sur les Premières Nations, de sorte qu'aujourd'hui, 50 ans plus tard, on est
rendu avec une société qui possède des documents d'une extrême importance pour la communauté. Ça fait que quand les générations futures vont s'intéresser à l'histoire, on aura à apporter cette contribution-là, là, de pouvoir constituer une banque d'informations qui est intéressante et importante. Après que je suis rentré au musée, moi, en 1981, il y avait déjà dans les cartons un projet d'agrandissement ou de relocalisation plutôt du musée. Parce qu'à l'époque, en 1976, 77, 78, 79, 80, on était dans l'ancien presbytère des Oblats. Ça fait qu'il fallait, parce que c'était parfait pour exposer, mais pour conserver, c'était pas le bon endroit. Ça fait qu'il fallait trouver le moyen de relocaliser le musée dans un nouvel édifice qui allait être dans la bonne, qui allait être en mesure de bien conserver les objets. Ça nécessite à ce moment-là des salles qui sont tempérées, température précise, bien équilibrée, parce qu'il y a quand même du cuir, il y a du papier, il y a de l'écorce, il y a beaucoup de matériaux qui peuvent être périssables à très long terme, mais qui sont aujourd'hui conservés dans tout ça. Puis en même temps, avoir des salles d'exposition pour pouvoir recevoir les visiteurs qui allaient venir visiter le musée. Puis donc de monter des expositions, etc. Ça fait que c'est en 1980 à peu près qu'on a parti le projet de mémoire, qu'on a présenté ça au ministère des Affaires culturelles notamment. Puis c'est en 1983 qu'on a inauguré le nouveau musée, là où il est encore actuellement. Un nouveau musée qui a été construit à côté de l'édifice qui était maintenant du Conseil des Montagnais, mais qui était autrefois le presbytère des Oblats de Marie Immaculée. Ça prend une expertise pour faire un musée amérindien, un musée en fait quelconque. Comment vous avez allé chercher cette expertise-là? Tu parlais de régulation, réguler la température, ce genre de conservation aussi des objets. Ça prend une expertise. Comment vous avez trouvé cette expertise-là? Je me souviens qu'à l'époque, on s'était beaucoup branché sur le ministère de la Culture, qui est maintenant le ministère de la Culture et des Communications, sur le plan régional. Il y avait des personnes comme M. Gagnon, dont le nom m'échappe, M. Gagnon, entre autres, qui venait nous voir et qui nous parlait des façons de travailler la muséologie. Puis, le musée du Saguenay lui-même était déjà implanté. Puis, il y avait des connaissances assez importantes là-dessus. Donc, tous ces organismes-là ont un peu amené chacun du sien pour qu'on puisse bâtir sur des bases sérieuses, puis compétentes aussi. Et évidemment, on n'avait pas cette expertise-là. Nous, ce qu'on avait ici, c'est Mme Casavant et moi qui avions chacun un certificat en muséologie. Mais c'est tout. Ce n'est pas un certificat très, très élaboré. Mais ce qui est important, c'est d'avoir la conscience de bien conserver les choses, puis de faire ça le plus sérieusement possible. D'où la création, dans ces années-là aussi, d'un organisme qui s'appelait le Réseau muséal du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tous les musées, on s'est mis ensemble, puis dont le musée du Saguenay, le musée du Fjord à la baie, le musée de Péribonka qui était là à l'époque également. On s'est mis ensemble, puis on a créé une société qui s'est appelée le Réseau muséal du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et avec ça, on échangeait régulièrement sur les besoins, sur les compétences, des échanges de contenu, d'exposition, etc. Avec ça nous a aidé beaucoup à la base à bien maîtriser tout le contenu qu'il y avait à exploiter. Puis j'en reviens avec la contribution des ministères à l'époque, le ministère de la Culture, parce qu'il y a une bonne partie de la subvention qui venait du Québec, puis une autre d'Ottawa également. Puis pour avoir droit à ces subventions-là, pour construire un musée, il fallait répondre à toutes les normes.
C'est évident. Tu peux pas avoir juste une bâtisse sur 4 murs puis pas tenir compte de l'aspect muséal. Ça fait que c'était extrêmement important d'avoir beaucoup de rigueur là-dedans. Puis nous autres, on était un peu... on connaissait pas trop ça, mais sur le tas, on a réussi à aller chercher les compétences nécessaires. Parce qu'une fois que tu es dans la boîte, tu continues à avoir des formations tout le temps. Il faudrait comment monter une exposition, moi, je me souviens d'avoir eu des formations sur la conservation, sur la température, les hygrothermographes, les thermohygrographes, des instruments de mesure d'humidité qui me permettaient de conserver les objets. C'est un monde tout à fait nouveau pour moi, mais ça m'a permis de connaître tout ça, puis c'est encore ça aujourd'hui, je pense, qui est utilisé là, pour la conservation des objets. Fait que ça a été une bonne école pour moi, mais je suis content que toute cette expertise-là, le musée en ait profité, puis qu'aujourd'hui, ça puisse encore servir. Mais tu sais, comme tu parlais tout à l'heure, tu es là depuis le début, tu as vécu la transformation du musée, si on pourrait dire. S'il y a un objet pour toi qui est marquant dans ton esprit, qui t'a fait rêver, si on pourrait dire, de posséder cet objet-là, quel serait un objet du musée amérindien qui t'a fait rêver? Au début, dans les objets du notaire Fortin, il y avait entre autres je pense que c'était une hache qui était creusée d'un côté, qui permettait de travailler le bois de façon importante. Ça, c'était assez révélateur de l'âge de pierre, je dirais, entre guillemets, là, avant même l'arrivée des outils. Puis un autre outil qui m'a bien impressionné, c'est un grattoir en os d'ours. OK. Qui était travaillé, là, qui était très, 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 très beau, qui existe encore aujourd'hui, qui est encore au musée, qui avait même des motifs dessus qui avaient été travaillés par une Pequawagaminut. Mais le grattoir est magnifique, là, il se tient très bien dans la main, puis on voit que c'est avec ça que les peaux étaient grattées. Là. Il a été utilisé aussi. Oui, il a été utilisé aussi. Ouais. Ah, cool. Puis une autre parenthèse là-dessus, c'est que j'ai eu la chance de trouver comment j'appellerais ça, pour enlever le poil et la graisse de l'orignal. Okay. Un grattoir. Ouais, c'est en fait. Un grattoir, ben, c'est un fémur de c'est un fémur d'os tout en long. C'est ça. Okay. J'ai trouvé un fémur d'os d'orignal, puis d'après les recherches que j'ai faites, c'est Johnny Bossum qui avait donné ça à son épouse, Madame Minnie Bossum, puis qui l'utilisait pour le serpent. Moi, je pensais que c'était un os normal, mais j'avais vu effectivement qu'il avait été aiguisé. Fait que je l'ai, quelques années plus tard, je l'ai ramené chez moi, puis je l'ai donné à Stacy Bossum, son grand-père. Parce que c'était, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en a fait, s'il l'a gardé ou s'il l'a donné au musée, mais ça demeure des instruments, des objets qui sont importants dans la culture. T'sais. Fait que moi, je dirais, si tu me demandes c'est quoi l'objet qui m'a plus frappé, ben c'est ces objets qui ont trait à l'archéologie à cause de leur ancienneté énorme, puis qui confirment qu'on est là depuis longtemps. Puis ça, c'est tellement important, je trouve. Vraiment, vraiment. Vraiment. Puis surtout l'importance de la chambre du musée amérindien, que tu puisses nous raconter cette histoire-là, ces histoires-là aussi, que les jeunes de ma génération ne connaissent pas, qui n'ont aucune connaissance de ces histoires-là, de cette époque-là, qu'on puisse se rendre au musée amérindien, c'est exceptionnel. Oui, c'est ça. Puis c'est le temps de le faire parce que 50 ans après, les gens, la plupart des gens ne sont plus là, qui étaient là à l'origine. Donc, il faut... on a un devoir de transmission qui est important, tu sais. Puis les jeunes doivent savoir comment ça s'est fait, puis comment on en est arrivé aujourd'hui à connaître autant notre histoire. Puis notre contribution est importante, puis on doit absolument documenter tout ça, faire en sorte que ça puisse rester dans les archives. Fait qu'on a un devoir absolu de transmettre, comme pour l'ensemble de la culture, comme pour chacune des familles qui doit présenter à leur génération
toute l'importance de la culture, puis des valeurs et tout ça. Fait que, on a un devoir de transmission qui est là, puis c'est bien important de pouvoir le respecter. Évidemment, au fil des années, les besoins ont grandi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un musée qui est beaucoup plus élargi. Je me souviens qu'à l'époque, on allait jusqu'à dire, ce sera le fun que le musée amérindien, à l'époque c'était le musée amérindien de Pointe-Bleue, ce soit un musée national pour les Premières Nations d'Amérique. OK. Tu sais, on voyait grand là, à l'époque, là, il fallait que, pourquoi on ne serait pas la porte de l'ensemble des Premières Nations d'Amérique? Mais évidemment, on n'est pas allé jusque-là, là, mais sky is the limit. Là. Ben, c'est ça. Rendu là, Ouais, on ouvre un projet, tout aussi c'est bien ça. de voir grand à De ce voir moment-là. grand, c'est ça, pour au moins nous conduire à une base qui est solide. Mhm. Ça fait que, tu vois, 60 ans, 50 ans plus tard, la Société d'histoire d'archéologie existe encore. On est en 2026, donc 50 ans après la création de la Société d'histoire d'archéologie. 2026-2027, ça va faire, en 2027, ça va faire 50 ans que le musée est ouvert au public. OK. Donc, il va y avoir des activités là, un peu partout pour souligner ces 50 années-là. Puis tout le reste va suivre, on l'espère. Ben justement, tu sais, le musée amérindien, il y a eu un cure de rajeunissement aussi dernièrement. Fait que ça fait en sorte que le musée va s'étendre encore dans le temps. Oui, c'est ça. Il faut en fait, il a été créé pour durer, puis il faut qu'il dure dans le temps, effectivement. Je suis moins au courant de ce qui s'est passé plus récemment, mais je me souviens qu'à l'époque de la création de la Société d'histoire d'archéologie, comme du musée Innu, c'était important de mettre des bases solides pour permettre une, euh, comment on dit ça, Une longévité. longévité, de perpétuer, de perpétuer toutes les activités qu'il pouvait y avoir dans le Mhm. musée, parce qu'il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup d'activités et d'expositions aussi, évidemment. Fait que c'est pas mal ce que j'avais à dire concernant le musée et la Société d'histoire d'archéologie, bien sûr. Merci, Casey, de m'avoir accompagné dans ce petit voyage. Fait plaisir, Pierre, d'entendre ces belles histoires. Merci.